Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue ici à Paris, à la Villette. Bienvenue pour le centenaire du SNEL, l'organisation professionnelle au service des chefs d'établissement de l'enseignement libre. Rendez-vous compte, messieurs, dames, il y a 100 ans, en 1925, 3 prêtres créaient une nouvelle organisation baptisée le SNEL. 100 ans plus tard, eh bien, nous voici ici réunis pour célébrer, mais aussi pour partager et découvrir. Et pour ces 2 journées qui s'annoncent très riches, nous allons être 2 pour vous accompagner. Bonjour Maxime Conny. Bonjour Edwige Richard, bonjour à toutes et tous. Le SNEL, organisation professionnelle qui regroupe désormais 2500 chefs d'établissement. Vous êtes 2500 au sein du SNEL. Et pour ce centenaire, plus qu'un congrès, vous l'avez entendu, l'équipe a souhaité organiser un festival avec des tables rondes, des rencontres à tous les étages ici à la Villette pendant ces 2 jours. Votre outil indispensable, et vous l'avez déjà téléchargé, j'en suis sûr, c'est évidemment l'appli SNEL Event que vous connaissez. Et je vous propose sans tarder et sous vos applaudissements d'accueillir les architectes de cet événement, de ce centenaire. Ils sont 21 à nous rejoindre avec d'abord les membres du bureau, à commencer par son président, Jérémy Torezan, le président du SNEL. Et vous les découvrez sur ces images, le président accompagné, suivi par Catherine Redon, la première vice-présidente originaire du Rhône, accompagnée également de François Bégard, que vous voyez sur ces images, originaire de la Gironde. Et puis on poursuit avec également Antoine Deprec, qui représente le département du Nord. C'est aussi un tour de France qu'on vous propose à l'occasion de ce début de centenaire. Le Nord, le Sud également, avec le Tarn-et-Garonne, représenté par Sophie Martinez, que vous apercevez sur ces images. Philippe Pro, également venu de Vendée, secrétaire national du SNEL. Et puis Éric Jacquot, trésorier du SNEL, venu lui en voisin depuis les Hauts-de-Seine. Vous pouvez effectivement les applaudir et vous les voyez sur ces images. Ils arrivent, ils ont arpenté le hall de la Villette. Ils sont arrivés place de l'Histoire pour rejoindre les membres du CA qui vont aussi les rejoindre, et ils vont rejoindre la salle. On va les découvrir à nouveau sur les images. Avec Jérémy Torezan, tout sourire ici, les membres du bureau avec les administrateurs par ordre alphabétique. Sophie Offan, on est dans le Gard, elle va nous rejoindre d'ici quelques instants, tout comme Thomas Beck, venu de Haute-Vienne. Et puis il y a aussi Frédéric Duperron que vous voyez, ils arrivent dans la salle sous vos applaudissements, messieurs, dames. Direction l'Oise donc avec Frédéric Duperron, direction la Mayenne également avec Mathieu Gauthier. Et c'est la France qui est représentée aujourd'hui avec Gilles Gontier de l'Hérault. Gilles Gontier de l'Hérault, Jean-Pierre Grondard, également la commission collège, vous aurez l'occasion de l'entendre, venue des Alpes-Maritimes. Caroline Isoard pour le Val d'Oise. Allez-y, avancez, prenez la lumière. Bénédicte Crust, venu d'Alsace, Edwige. Et on poursuit direction le Nord à nouveau avec Grégory Laboureur, Olivier Leroux qui représente également l'Hérault, et puis Jacques Palou du département de la Savoie. Vous allez pouvoir les applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Arnaud Patural également venu du Cher. Christophe Posé venu de La Réunion, il en était question ce matin. Et Fabrice Stangel depuis l'Alsace également, avec Éric Persan représentant la Marne. Ils sont 21. Ils sont 21. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Depuis 18 mois, ils ont travaillé dans l'ombre pour créer ce moment de partage. Encore une fois, s'il vous plaît, un applaudissement pour cette équipe qui a œuvré dans l'ombre. On parlait à l'instant des architectes de ce centenaire, de ces 2 jours ici à la Villette à passer ensemble. Ils sont là sous vos yeux. Évidemment, ils sont 21. Ils vont regagner leur siège dans les secondes qui viennent sous vos applaudissements, à l'exception de l'un d'entre eux, Edwige. Applaudissements, s'il vous plaît. Et vous avez le droit de rejoindre la salle, comme les 1500 personnes présentes aujourd'hui pour ce centenaire du SNEL. Et on va laisser la parole au président du SNEL, Jérémy Torezan, pour l'ouverture officielle de ce centenaire. On vous écoute, Monsieur le Président. Chers collègues et amis du SNEL, SNELiens d'hier et d'aujourd'hui,
merci de participer nombreux à cet anniversaire un peu particulier. Le SNEL a 100 ans. Un siècle, c'est impressionnant, surtout quand on imagine tout ce qui s'est passé en France et dans le monde depuis 1925. Les témoins vivants de cette période ne sont pas légion. J'ai cité ce matin Edgar Morin, le philosophe âgé de 103 ans. Et peut-être connaissez-vous parmi vos proches de telles forces de la nature qui ont traversé les âges et qui vous ont éclairé sur ce que détaillent aujourd'hui les livres d'histoire. Pour moi, comme beaucoup d'entre nous, les années 20 renvoient aux clichés des années folles, aux représentations de Joséphine Baker à Paris, de Sidney Beckett au jazz et à l'apogée de l'art déco dont il nous reste certaines entrées mythiques de métro. Mais comme l'ont mis en évidence Myriam Boucharinck et Claude Leroy, 1925 est une date qui compte, ancrée entre l'armistice de 1918 et la crise de 1929. Elle fait en effet apparaître un fragile équilibre entre les tensions et les tendances de cette époque, mélange de désarroi, révolte, frivolité, avant la montée des nationalismes. Dans le monde de l'éducation, 20 ans seulement après la séparation de l'Église et de l'État, l'enseignement catholique, encore dénommé enseignement privé, en est au début de ce que l'on appelle l'enseignement libre. En 1925, nous pouvons dire « au commencement était le SNEL ». Au commencement était le SNEL, car pas de secrétariat général de l'enseignement catholique, il verra le jour en 1951, pas de contrat avec l'État, pas de FNOGEC, il faudra attendre 1971, pas d'assemblée de directeurs diocésains, pas d'autres organisations professionnelles pour dialoguer avec les pouvoirs publics. Le 18 juin 1925, c'est en fait une poignée de directeurs parisiens, ecclésiastiques, porteurs d'une certaine vision de leur métier et soucieux de créer une structure à même de les défendre. Les fondateurs du SNEL, c'est d'abord un érudit reconnu, le chanoine Labour, directeur de Stanislas à Paris. Stanislas, qui fut le siège du SNEL durant des années. C'est aussi un homme réputé pour son intégrité, le père Petit de Juvenil, directeur de Sainte-Croix, futur cardinal. C'est enfin le père Archambault, directeur de Fénelon et cheville ouvrière des statuts du SNEL. Il a ouvert la voie au chanoine Gouget, premier président élu du SNEL, dont la première victoire symbolique a été d'obtenir l'équité de traitement pour nos élèves dans l'accès aux musées nationaux. Après des débuts modestes mais prometteurs, le SNEL a bien grandi. Il a quitté le cercle purement parisien et pris une envergure nationale à partir des années 1940. Au fur et à mesure que ses effectifs ont augmenté, il s'est renforcé, il s'est professionnalisé. En 1947, il est le seul représentant employeur. En 1950, il signe seul les premières conventions collectives. En 1958, il négocie une assurance pour les enseignants. Et depuis la fameuse loi Debré, loi constituante pour nous s'il en est, il est un acteur incontournable de l'enseignement catholique et des pouvoirs publics. Pour accompagner cette évolution, le SNEL s'est doté de services généraux. Les 2 secrétaires bénévoles du collège Stanislas ont laissé progressivement place à une équipe de salariés professionnels centrée sur les préoccupations quotidiennes des chefs d'établissement. Le SNEL a aussi investi des locaux plus appropriés. Installé initialement et pendant une longue période au lycée Stanislas, le SNEL a rejoint, pour quelques années, le 277 rue Saint-Jacques, avant de gagner, au début des années 90, la rue du Val-de-Grâce. Plus récemment, sous les présidences des 2 anciens présidents et pour accompagner la progression des adhérents, le SNEL s'est installé boulevard du Montparnasse, puis Villa Cœur de V. Dès l'origine, le SNEL, soucieux de représenter l'enseignement libre dans son ensemble, mais aussi de ne pas apparaître comme réactionnaire face au cartel des gauches qui domine l'Assemblée en 1925, affirme son caractère non confessionnel. SNEL et pas SNEC. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour affirmer notre autonomie
est notre liberté. Liberté des établissements qui nous est chère, liberté des parents d'inscrire leur enfant dans l'école de leur choix et liberté des chefs d'établissement à diriger les structures dont ils sont responsables. Il n'en demeure pas moins que depuis les origines, l'immense majorité de nos établissements sont catholiques. Un des derniers religieux à avoir présidé le SNEL de 1971 à 1977, Monseigneur Le Quimmener, a livré à ses successeurs laïcs, lors des 70 ans du SNEL, le message suivant. Le navire qui s'éloigne au soleil couchant ne laisse d'autres traces dans la mer que le souvenir de son passage. Mais celui qui a semé laisse à d'autres la joie de la moisson. Les grands horizons font les grands capitaines, gardez bien le cap et adieu va. Dès lors, hormis le père Jacques Maréchal, ce sont des chefs d'établissement laïcs élus par leur père qui ont présidé notre syndicat. Des présidents qui, pour filer la métaphore maritime, ont eu à affronter leur lot de tempêtes et qui ont montré qu'il fallait compter avec le SNEL. Un SNEL qui, dans une société frappée par le recul du catholicisme, a eu le souci d'assurer la pérennité des établissements privés et qui, selon les termes du regretté président Guy Piquant, disparu en octobre 2023, a su s'adapter sans renoncer. En 1977, une loi importante était votée, la loi Germer. Complétant la loi Debré, elle donnait aux enseignants du privé les mêmes avantages sociaux que ceux du public et réaffirmait par ailleurs la liberté des chefs d'établissement à choisir leur équipe. Cette loi importante et non polémique à l'époque a fait vite place à un épisode encore vivace dans les mémoires, la tentative de créer un service public unifié et laïque de l'éducation nationale via le projet de loi Savary. Projet qui a mobilisé le SNEL et son président, Jean-Pierre Gardy. Permettez-moi, pour illustrer ces combats, de lui laisser la parole, ainsi qu'à d'autres présidents dont vous retrouverez les témoignages exhaustifs au sein de la place de l'histoire. Pour l'enseignement privé comme pour le SNEL, il y avait des éléments qui pouvaient être acceptés, mais une majorité d'éléments qui posaient des questions de fond, de l'existence de l'enseignement catholique, et en particulier l'existence de la loi Debré de 1959. Elle portait sur deux éléments. Un premier élément qui était, on est intégré dans un service public, sous quelle forme, comment, on ne savait rien. On était décentralisé et donc il y avait un rôle des pouvoirs publics locaux, et ça pouvait être intéressant, mais encore fallait-il savoir lequel. Et puis nous tenions véritablement à garder des principes importants. D'abord le libre choix des familles, la liberté de choix d'établissement, le chef d'établissement, non pas nommé par l'État, mais nommé par une tutelle, et surtout le choix par le chef d'établissement de son équipe éducative. Et ensuite, mais peut-être dans un moindre degré, une autonomie de gestion qui a lieu dans les établissements privés. Le SNEL, si vous voulez, existe parce que c'est un syndicat professionnel, je dis bien professionnel, de chefs d'établissement. À 95% des établissements catholiques, il faut savoir que le SNEL était ouvert puisqu'il avait des établissements protestants, des établissements juifs et des laïcs. Et donc, nous représentions plus de chefs d'établissement que l'institution, même si ce n'est qu'une petite part complémentaire. Donc, nous avons souhaité, nous, professionnellement, prendre notre responsabilité de syndicat d'établissement. Je l'ai dit au secrétaire général de l'enseignement catholique à l'époque. Et au sein du syndicat, il y avait aussi une forme de peur. Les adhérents se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés. Mais nous n'avons pas eu, au sein du syndicat, un blocage tel que je n'aurais pas pu participer à des négociations. Lors du vote de la loi, il y a eu des amendements que l'enseignement catholique en général et le SNEL en particulier a trouvé inadmissibles. En ce qui concerne l'enseignement primaire, eh bien l'enseignement primaire, lui, ne pourra garder son contrat et les communes ne pourront le subventionner que s'il y a au moins 50% de fonctionnaires. Et ça, pour nous, c'était inadmissible pour le primaire comme pour le secondaire. Les enseignants du privé sont contractuels de droit public, mais ils ne sont pas fonctionnaires. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, certaines communes avaient déjà supprimé toutes les subventions avant que la loi soit votée. Donc quand on a rendu compte, si vous voulez, à l'ensemble des parents d'élèves et des acteurs, des chefs d'établissement aussi, c'est ce qui a déclenché le début d'un certain nombre de manifestations locales, régionales, et qui a amené à la grande manifestation de 84 de Paris.
Merci Jean-Pierre Gardy qui est présent dans cette salle, homme de dialogue et de combat que nous pouvons saluer. Après l'euphorie de la victoire contre l'assimilation de 1984, les sujets en suspens restent nombreux. Réforme de la loi Fallou, retard de plusieurs milliards de francs dans le versement des forfaits d'externat à l'époque, mise en application de la loi d'orientation de 1989, contractualisation des professeurs documentalistes, décharge en premier degré et surtout, l'épineuse question de la formation des maîtres. Le SNEL a été un acteur des négociations qui ont abouti à la signature des accords dits Lang-Cloupet, du nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jack Lang, et du secrétaire général de l'enseignement catholique, le père Max Cloupet. À la manœuvre, l'un de nos présidents les plus célèbres, présent parmi nous également, tant il a œuvré pour la formation de plusieurs générations de cadres de l'enseignement catholique, j'ai nommé André Blandin. À l'époque, j'étais non seulement président du SNEL, mais vice-président du comité national, et en soutien total à la politique du secrétariat général, en particulier sur le maintien du lien entre le versement du forfait d'externat et l'ensemble des mesures sociales que nous demandions. Et on a commencé les négociations. On a négocié en 3 semaines, 1 mois, des dossiers qui étaient ouverts depuis 15 ou 20 ans. On a négocié le jour, la nuit, le dimanche, etc. Ça a été une période extrêmement dense qui nous a conduit à signer une première partie des accords le 13 juin 1992 et une deuxième partie qui était essentiellement la formation des maîtres du second degré en janvier 1993. Petite anecdote comme pour égayer, dans mon hôtel parisien, un soir, à 11h du soir, coup de téléphone de Max Cloupet. André, Lionel Jospin nous lâche 1,8 milliard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il donne en même temps les mesures sociales? Non. Eh bien, c'est non. On ne prend pas. Mais tu te rends compte, quand on va savoir qu'on a refusé 2 milliards, eh ben, il n'y a qu'à dire que les chefs d'établissement sont têtus, mais en tant que président du SNEL, j'y tiens. Ces accords ont été beaucoup critiqués, en fait. Critiqués à droite parce qu'on n'était pas passé par les politiques pour les négocier. Et ça, on nous l'a vivement reproché, on en porte les traces encore. Et puis à gauche parce qu'on volait de l'argent d'enseignement public pour le privé. Et puis à l'intérieur de l'enseignement catholique parce que les organismes professionnels, les syndicats, s'étaient vus un peu dépossédés au profit de l'enseignement catholique. Mais je ne regrette pas. C'est un tournant quelque part, oui. Il y a quelque chose qui se passe quand on relit les considérants des accords, considérant l'apport de l'enseignement privé au système éducatif, je ne sais plus en substance, on signe cet accord. Je crois que ça, c'était quelque chose qui, personnellement, au niveau du SNEL, et personnellement, me satisfaisait beaucoup. Bravo, Monsieur Blandin, pour cette belle intuition. De 1995 à 2005, le SNEL, alerté par Guy Piquant et les autres commissions du SNEL, ont œuvré de concert avec le secrétariat général de l'enseignement catholique pour améliorer le quotidien des enseignants et préserver les intérêts des établissements au travers d'un autre travail de fond, un travail de fond qui a abouti à l'adoption de la loi Censi. François David, alors président du SNEL, a été un des acteurs des négociations qui ont abouti à l'adoption du projet de loi. Vous savez, à l'époque, les statuts disaient que le cœur de l'enseignement catholique, c'était l'établissement. Et moi, je disais que le cœur du cœur, c'était le chef d'établissement. Donc, dans cette loi, il a fallu positionner, car si les maîtres sont contractuels de droit public, quelle est la place du chef d'établissement? Et on a abouti à 2 choses. D'abord, quand bien même les maîtres sont contractuels de droit public, ils font partie d'une communauté de travail avec leurs collègues qui ne sont pas de droit public, sous l'autorité du chef d'établissement. Et le chef d'établissement, c'est celui qui organise la vie de l'établissement. Et donc, qui organise
la vie professionnelle des maîtres. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'on est communauté de travail, eh bien les maîtres peuvent participer aux instances représentatives. On aurait pu imaginer que, puisque les maîtres étaient contractuels de la publique, ils sortaient des instances représentatives du personnel. Mais comme on formait une communauté de travail, ils en étaient partie intégrante. Et voilà pourquoi cette loi nous a amenés à nous interroger sur les fondamentaux, à revenir sur une loi Debré qui avait presque 50 ans, à l'actualiser. La loi Sancy, c'est finalement une loi Debré réactualisée qui est ni intégrationniste, ni privatisante. On est là sur un chemin de crête où on est dans un enseignement catholique, associé à l'État par contrat, et qui caractérise, je pense, la bonne définition dans l'esprit, et la lettre, mais dans l'esprit des fondateurs de cette loi de 1958, qui a été une bouffée d'oxygène extraordinaire pour l'enseignement catholique. Probablement que s'il n'y avait pas eu de la loi Debré, on ne serait pas là pour en parler ce matin. Alors, le SNEL n'est pas seulement un interlocuteur majeur auprès des pouvoirs publics, il l'est aussi, au sein de l'institution, via la place qui lui est reconnue par le statut de l'enseignement catholique, au comité national, à la commission permanente et au sein du collège employeur sur toutes les questions qui concernent la communauté de travail au sein de nos établissements. Les organisations professionnelles de chefs d'établissement, dont le SNEL, représentent conjointement avec la FNOGEC les établissements dans les domaines civil et social, les autres domaines de responsabilité de chef d'établissement restant de la compétence des organisations professionnelles. Voilà pourquoi, en 2012, le premier syndicat de chefs d'établissement de l'enseignement libre s'est mué en organisation professionnelle. Un épisode sur lequel reviennent Louis-Marie Fillon, acteur majeur par ailleurs dans la réécriture de la convention collective des personnels de droit privé, et son successeur, Eric Hans, tous deux présents dans cette salle. Il y avait, dans cette période, d'une manière générale, une certaine effervescence à réécrire les textes du fonctionnement de l'enseignement catholique. Depuis quelque temps, il était question de réécrire la convention collective des personnels de l'enseignement privé. Et puis est arrivée ensuite très vite la réécriture du statut de l'enseignement catholique. Dans ce contexte, la place et le rôle des chefs d'établissement était une question qu'on ne pouvait pas ne pas se poser. D'autant qu'il pouvait y avoir ici ou là quelques velléités de rogner un peu sur cette place. Et il fallait donc trouver une nouvelle modalité pour faire en sorte que le rôle des chefs d'établissement soit tenu, rôle tel que nous le concevions en tout cas au SNEL, c'est-à-dire le chef d'établissement comme l'axe central du fonctionnement des établissements catholiques d'enseignement. Alors, nous avons entrepris de devenir organisation professionnelle, c'est-à-dire clairement annoncer que nous siégerions du côté employeur. Bien évidemment, cela s'est fait avec quelques garanties que néanmoins nous continuerions à disposer des procédures dans lesquelles nous défendrions toujours les chefs d'établissement. C'était un exercice, vous imaginez bien, sur le fil. Je crois que nous ne l'avons pas trop mal réussi. Nous avons gardé les grands équilibres. Et ensuite, le fait de passer d'un syndicat à organisation professionnelle, ça a été traité de manière simplement juridique. Mais le plus important, c'était bien sûr l'aspect politique qui faisait que nous devions mettre un pied à la décision concernant les questions sociales de l'enseignement catholique
et l'enseignement privé, et d'autre part que nous ne soyons pas rayés des cartes dans les négociations concernant les ouvertures de formation, les cartes de formation, etc. Ça n'a rien changé pour le SNEL, qui avait par ailleurs, dans la façon d'accompagner les chefs d'établissement, commencé un travail bien avant, puisque c'était sous la présidence d'Yves Jean Thomas, pour que nous nous soyons dotés de structures d'accompagnement des chefs d'établissement. En fait, ça n'était pas une transformation en tant que telle. Et là où nous avons eu du travail supplémentaire, c'est en ce qui concerne la participation aux négociations collectives, où bien évidemment il fallait, là, j'ose dire, mouiller la chemise. Nous ne pouvions plus assister à des réunions simplement en touristes, mais en tout cas, nous devions apporter notre part de travail et de propositions, et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs, puisque une partie non négligeable du système conventionnel en place a été pensée au SNEL. Un point fort du SNEL, c'est que, en tant qu'organisation professionnelle, il est moins au service de la personne qui adhère qu'au service de l'établissement. Donc il est par définition porteur du bien commun. Par définition, il rend compte des réalités complexes de ce que sont les micro-sociétés, que sont les établissements, et ça légitime l'action du SNEL. Le collège employeur, c'est à la fois des représentants de la FNOGEC et puis des organisations professionnelles. C'est un travail qui est beaucoup sur le dialogue social. Pour moi, ça a été l'occasion de finaliser ce que mon prédécesseur Louis-Marie Fillon avait fait avec beaucoup d'engagement et de vertu, qui était la concrétisation d'une convention collective unique. Accouchement très long. Il y a encore un petit peu à faire dans ce domaine, on en est d'accord. En attendant, il y avait tout un dialogue, et parler d'une même voix, organisation professionnelle, c'est-à-dire des chefs d'établissement qui agissent pour le compte de l'employeur, et puis la FNOGEC avec des personnes avec une vision nationale au service, franchement, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Eric Hans et Louis-Marie Fillon. Alors mes amis, à l'approche d'un prochain café, je vous expliquerai que c'est un peu plus froid, le dialogue social, mais on ne tardera pas à le réchauffer. Au cours des dernières années, nulle velléité de remettre en cause via une loi les grands principes du contrat d'association avec l'État. Il n'en reste pas moins que le SNEL reste vigilant et se mobilise contre toutes les mesures qui, insidieusement, mettent à mal la liberté d'enseignement qui garantit, aux côtés des établissements publics, l'existence des établissements privés. Il se mobilise aussi contre toute forme d'injustice sociale. Ainsi, à propos du combat mené par le SNEL contre l'inégale rémunération des contractuels de droit public et des maîtres délégués du privé, ce qui pénalise les élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat, nous pouvons écouter le témoignage d'Eric Hans et Vivien Joby, présents dans cette salle. Je sélectionnerai parmi tout l'ensemble, dans les combats, on peut dire comme ça, celui de la reconnaissance de la nécessaire parité de traitement pour les maîtres délégués, les DA comme on dit aussi. Et ça, il y a eu des opérations de blocage de TRM qui ont été suivies. Le ministère était très embêté et on s'est rendu compte qu'on avait une capacité d'interlocution forte avec le ministère, hélas par nos moyens de nuisance. Toutefois, c'était important qu'il y ait non pas une seule tête de réseau identifiée, mais qu'il y ait plusieurs têtes de réseau identifiables au sein de l'enseignement catholique et que le SNEL puisse jouer sa partition. Alors, c'est une très longue démarche et puis la raréfaction du nombre d'enseignants fait que exiger et obtenir la parité du traitement, c'est bien compliqué. Néanmoins, ça a été très fédérateur, ça a été suivi et ça montre aussi qu'on était dans une belle recherche d'unité, de cohésion avec des chefs d'établissement courageux. Ouais, ça, c'était très bien. Et puis, encore plus significatif,
Moi, je suis particulièrement fier et heureux que nous ayons pu aboutir en 2017 à la rédaction d'un statut unique du chef d'établissement. Pour nous, un enfant, c'est un enfant. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il n'est pas du privé, il n'est pas du public, il n'est pas croyant ou non croyant. Un enfant, ça reste un enfant. Il a droit à avoir une bonne éducation, de bons enseignants, des enseignants présents, un bon système d'accompagnement. Et on le souhaite évidemment aussi bien pour les enfants du système privé sous contrat que pour les enfants qui sont scolarisés dans le public. Et oui, Vivien, un enfant est un enfant. Bravo. Merci, Président. Suite à une proposition et au travail d'une éphémère commission qui regroupait l'actuel bureau national, Vivien Joby est également celui qui a fait évoluer les statuts du SNEL et qui a ouvert la porte à la communauté de nos adjoints, aujourd'hui nombreux à nous avoir rejoints. Il a également eu à gérer un épisode inédit, celui de la crise sanitaire. Comme dans les établissements, on a opté pour des stratégies à distance, et puis finalement, ça n'en est pas mal sorti. Le SNEL a vraiment, je crois, pendant cette période, bien continué de rassembler les gens, de les accompagner, et puis aussi, le SNEL a rappelé, même si là encore c'était une évidence, parce que sur le terrain, on voyait bien que les chefs d'établissement étaient vraiment à la manœuvre et que sans eux, il ne pouvait absolument rien se passer au niveau de la bonne vie des établissements, la bonne marche. Donc le SNEL a été là pour rappeler aussi qu'il fallait laisser les chefs d'établissement gérer, que les injonctions contradictoires, les déclarations du jour pour le lendemain dans les médias qui devaient s'appliquer et qui étaient commentées en permanence par les différents acteurs institutionnels, eh bien, ça allait bien. Voilà. Je me souviens d'avoir écrit à cette époque une lettre à Jean-Michel Blanquer, qui était le ministre de l'Éducation nationale, pour lui dire que ça commençait à faire, quoi. Et donc, je crois que le SNEL a continué à faire ce qu'il fait bien, rassembler les gens, leur permettre le compagnonnage, former les gens, répondre à leurs questions et à leurs besoins quand ils sont percutés dans un fonctionnement qui est difficile, notamment sur les questions juridiques. Et puis le SNEL a défendu l'autonomie des établissements et la primauté du chef d'établissement dans cette organisation. Quand on regarde l'évolution des adhérents du SNEL, on a dû prendre 500 adhérents en, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est bien la certitude qu'effectivement on a eu une utilité, que les chefs d'établissement ressentent de plus en plus le besoin. Alors, de se former, d'être compétent bien sûr, mais de ne pas être seul. C'est-à-dire d'avoir des espaces où on rencontre ses pairs, où on échange avec eux, où on se confie. L'attirance de ce syndicat, c'est qu'il avait une forme d'indépendance, de relations à l'intérieur de l'enseignement catholique, mais aussi avec les pouvoirs publics. On pouvait aller au ministère sans demander l'autorisation de tout l'enseignement catholique français pour des tas de questions, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les organismes. Et donc ça, c'est ce qui a fait et qui fait toujours la force, vraiment, du SNEL. La spécificité du SNEL, je dirais, sa liberté de parole, finalement. On a essayé de conserver continuellement vis-à-vis de l'ensemble des autres instances. Et puis, il y a un dernier mot qui, pour moi, est caractéristique du SNEL, c'est le mot libre. Mais la liberté de dire oui ou de dire non, mais toujours en ayant réfléchi pour faire gagner le oui ou faire gagner le non, quoi. C'est un peu ça, ma conviction, c'est vive le SNEL libre. Vive le SNEL libre. Le témoignage des anciens présidents nous renseigne sur la façon dont la parole des chefs d'établissement a été portée. Il met en évidence la permanence de la mobilisation du SNEL. Il témoigne aussi d'une réflexion permanente sur la conception même du métier de chef d'établissement, dont la responsabilité est étendue et la mission globale. Le SNEL est généraliste. Il est école, il est collège, il est lycée, il est enseignement supérieur. Sa force réside dans sa capacité à produire une réflexion, à mettre en place des formations et des outils, à la fois pour les établissements et les chefs d'établissement. L'héritage du SNEL. L'héritage du SNEL n'est finalement pas de renouveler ce que nos illustres aïeux ont fait, mais bien de garder l'esprit du SNEL,
autour d'un métier complexe, aux multiples facettes, pour apporter encore et toujours des réponses aux défis de notre temps. Nous sommes nombreux. La preuve, notre intelligence collective est importante et l'innovation que l'on soutient n'est pas une fin, mais bien un état d'esprit. Le SNEL aujourd'hui. Alors le SNEL aujourd'hui a changé d'image. Avec 2500 adhérents, il a grandi et il représente la moitié de l'enseignement privé de ce pays. Il s'est féminisé. L'adhérent type des années 20, c'était un homme, directeur de lycée parisien de belle taille. Aujourd'hui, l'adhérent type du SNEL, c'est une femme qui dirige une structure moyenne en province. Bravo. Grâce à l'implication de ces adhérents qui ont développé et partagé leur expertise, grâce à la compétence et à l'assistance au quotidien de ces salariés, grâce aussi à notre toute nouvelle maison du SNEL, siège de notre centre de formation qui va rassembler cette année plus d'1 millier de chefs d'établissement en formation, le SNEL s'est professionnalisé. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la défense des intérêts d'un métier parmi les plus nobles qui soient. Et comme le disaient nos fondateurs, la promotion passionnée d'un métier passionnant. Un métier vocation qui nécessite discernement, courage et humilité. Tous, en effet, nous travaillons pour le bien commun. Tous, nous faisons face aux défis et aux enjeux de notre temps comme nos illustres prédécesseurs. Le SNEL défend les établissements pour le bénéfice de tous les élèves et des communautés éducatives dont les chefs d'établissement ont la charge. Un chef d'établissement, aussi brillant soit-il, ne peut réussir seul. Toute une équipe d'enseignants, de personnel, de bénévoles le suivent et le portent. L'équipage a besoin du capitaine, mais le capitaine ne peut piloter sans le soutien de son équipage. Le SNEL aujourd'hui est aussi riche de la diversité des membres associés qui sont venus grossir ses rangs. Collaborateurs loyaux et engagés dans les établissements, dont je salue la présence dans la salle. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la force du SNEL. Le SNEL est fort. Alors c'est une évidence, mais pourquoi? Le SNEL est fort, non pas parce qu'on a le plus grand nombre d'adhérents, même si ça aide bien entendu, et ça compte quand il faut se mobiliser. Le SNEL est fort surtout parce que collectivement, ses adhérents développent une pensée loyale sur les enjeux et problématiques sociétaux. Une pensée loyale parce que libre, compétente et à même de proposer des solutions à nos interlocuteurs. Le SNEL de demain. Eh bien, le SNEL de demain, il sera simplement celui que nous ferons ensemble et celui que construiront ceux qui nous remplaceront un jour au pupitre. Nombreux sont dans cette assemblée ceux qui, parmi les mandatés et les délégués académiques, ont la posture professionnelle et responsable qui permettra à notre organisation professionnelle de regarder l'avenir avec confiance. Nous saurons nous adapter, nous saurons relever les défis, nous saurons adapter notre organisation professionnelle au combat qu'elle devra nécessairement mener. Et ce, même si cela implique, mes chers collègues, de revenir à nos origines, de ne pas reculer devant les combats dès lors que ces combats sont justes, et ou de repenser une autre forme d'organisation, plus syndicale peut-être, dans l'âme ou dans la forme, qui par son statut, sa représentativité, sa taille et ses compétences prendra toute sa place dans les futures tables de négociation. Ce chapitre n'est pas encore écrit. Aujourd'hui, en effet, le temps est à la célébration et le temps est à la fête. Au SNEL, nous avons la culture des congrès qui nous rassemblent, nous nourrissent et nous permettent de revenir plus fort dans nos établissements. Cette année, notre congrès est particulier. Nous célébrons un anniversaire, le SNEL a 100 ans. Forgeons ensemble de beaux souvenirs au cours de ces 2 journées historiques. Cet anniversaire est un festival de camaraderie. Vous aurez le plaisir à revoir de jeunes retraités, d'anciens du SNEL. Un festival d'innovation. Je vous invite à visiter chaque place
et à vous arrêter à chaque fois que vous y trouverez de l'intérêt. Plus de 60 mini-conférences sont ainsi prévues au sein du village des commissions, ce que nous appelons, nous, le cœur battant du SNEL. Mes amis, souhaitons un joyeux anniversaire à la plus grande, la plus ancienne et dans nos cœurs, la plus belle des organisations professionnelles de chefs d'établissement libres. Le mot de la fin, vous allez comprendre pourquoi, ira à tous ceux qui, en réponse au défi bannière, ont accroché fièrement le drapeau du SNEL au fronton de leur établissement, contribuant au Tour de France, comme vous allez le voir durant ces 2 jours. Vive le SNEL, vive sa liberté et vive sa diversité. D'histoire pour regarder mieux vers l'avenir. Merci Jérémy Thoraison, s'il vous plaît. Applaudissements. Merci aussi pour ce témoignage.